Vitaly, merci d'être ici, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast grâce à un livre. Bonjour Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravi de faire partie de ce podcast, de raconter le livre qui m'a inspiré et qui m'a permis d'avancer dans la vie. Ouais, génial. On s'est rencontrés tous les deux à un apéro d'investisseurs dans l'immobilier. On a pas mal échangé à propos donc, des investissements, mais également des livres qui nous ont inspirés. C'est pour ça que j'ai pensé à toi en fait pour cet épisode, pour pouvoir en discuter ici. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Vitaly Surny, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le domaine du développement informatique, donc je gère des systèmes d'information, tout ce qui est codage, etc. Moi je développe des applications, ça c'est mon métier principal. Et à côté, moi je suis aussi, j'ai un autre métier qui est l'investissement immobilier au sens général, donc je fais plein de choses dans l'immobilier, achat-revente, location, voilà, plein de projets locaux commerciaux. Donc c'est vraiment, l'objectif c'est de se réorienter vraiment à temps plein sur de l'investissement immobilier sur le long terme. Moi j'ai plein de passions dans la vie, j'aime faire du sport, j'aime apprendre et j'aime faire lire des livres sur le développement personnel. En Que sur particulier, que sur le développement personnel ou t'as t'aimes bien lire d'autres livres? généralement j'ai du mal. Ouais. J'aime lire les livres qui m'apportent vraiment de la valeur. Autrement, j'y accroche pas. Ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé en fait dans le secteur de l'immobilier? Est-ce que c'est en lisant le livre dont tu vas me parler? Est-ce que c'est ce livre qui t'a poussé à investir dans l'immobilier ou tu as toujours aimé en fait l'immobilier? Comment ça t'est venu? Alors l'immobilier, ça m'est venu d'une manière un peu hasardeuse finalement, mais je pense que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui s'était passé, c'est que je faisais mes études et j'avais mon stage de fin d'études qui se déroulait à Lille. D'accord. Et j'ai rencontré une personne en mangeant à midi, un collègue, qui faisait de l'investissement immobilier. Et moi, j'y connaissais rien à ce moment-là. Mais j'étais passionné par l'entrepreneuriat, j'étais passionné par les investissements au sens large. Donc, je faisais un petit peu de crypto-monnaie, des choses comme ça. Voilà. Tu vois, les choses classiques, bourse, crypto-monnaie, un peu les choses farfelues. Et donc, on discute avec lui et je vois qu'il a un mindset super intéressant. La personne qui est pas sceptique, qui essaie d'apprendre, qui veut aller de l'avant, etc. Vraiment le mindset d'un entrepreneur. Et là, on touche le sujet de l'immobilier. Et il me dit, bah voilà, on peut acheter de l'immobilier. Moi, ça fait 4 ans que j'investis. J'ai déjà 5 lots, j'ai des immeubles, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? J'avais cette idée-là, comme quoi on pouvait potentiellement le faire, mais j'avais les croyances limitantes qui faisaient que je passais pas à l'action. Et là, il y a quelqu'un devant moi qui l'a fait, qui a un bon mindset. Et c'est ce qui m'a permis de me débloquer et du coup de me renseigner grâce à des formations qu'il m'a conseillées, des livres qu'il m'a conseillés aussi. D'ailleurs, il m'avait conseillé plusieurs livres, dont La semaine des 4 heures par exemple, que j'ai dévoré en 5 jours tellement il était intéressant. Et directement après, moi j'ai pris une formation et l'année qui suit, pardon, j'ai directement investi. Donc c'est clairement grâce à cette personne qui m'a introduit aux formations, qui m'a introduit à l'immobilier, qu'aujourd'hui j'investis en immobilier. C'est cette personne-là qui t'a poussé à lire des livres de développement personnel, c'est ça? Ou tu as d'autres personnes aussi qui t'ont poussé vers ce type de livre-là? Alors, si tu veux bien, je prends la liberté de raconter un petit peu le parcours de lecture que j'ai eu. Allez, très bien. Très Euh, bien. j'ai jamais vraiment aimé lire, pour être honnête. Ok, J'ai j'adore. tendance à être hyperactif et je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin de faire plein de choses et j'ai besoin de tout le temps être dans l'action. Et la lecture, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans le temps, qui était plutôt quelque chose d'une activité calme et j'avais du mal à y accrocher. Donc j'avais lu un livre quand j'étais petit, Un voyage au centre de la Terre, j'ai jamais réussi à le finir parce que j'y trouvais aucune valeur, ça m'ennuyait donc j'aimais pas. Et bon, le temps passe, etc. Je deviens adulte. Et pendant un certain temps, donc ça fait 7 ans, je traînais beaucoup avec un ami avec qui on faisait de la musculation. Et je voyais qu'il avait tout le temps une espèce de longueur d'avance sur les connaissances dans la musculation. Je lui demande, mais enfin, comment tu connais ça? Parce qu'à l'époque, on ne regardait pas forcément YouTube ou il n'y avait pas les influenceurs. Je lui dis, comment est-ce que tu fais ça? Et là, il me dit, bah, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle La méthode de Lavier pour la musculation. Et je lui dis, mais tu rigoles? Tu lis un livre sur la musculation? Pour moi, c'était transcendant, tu vois. Et en fait, je décide de l'acheter. Et pareil, en 2 jours, je le finis. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Vitaly, à la base, tu n'es pas un lecteur. Et là, tu as fini un livre en 2 jours. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai cassé ma première croyance limitante.
J'ai cassé cette barrière en me disant qu'en fait, les livres, c'est pas forcément, tu ne le lis pas forcément par passion, mais quand tu as besoin de chercher de la valeur ou des connaissances, c'est là où tu vas les chercher, c'est disponible, ça coûte pas cher et tout est bien concis. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire. Donc ça, c'était sur le domaine de la muscu. Donc pendant un certain temps, j'ai plus du tout lu et j'ai découvert, je ne sais plus par quel moyen, un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, que, Que j'ai ici. que tu as ici. Et à partir de là, j'ai découvert le domaine vraiment du développement personnel. Et de là, c'était une pente ascendante vers les livres. Je pense qu'en l'espace de 3 ou 4 mois, j'ai dû lire une vingtaine de livres sur le développement personnel. Et donc, Wow. c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser à la lecture. Mais parce que vraiment, je trouve de la valeur dedans et non pas juste pour me divertir. Je pense que c'est ça la nuance un petit peu qui me fait lire aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup justement, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui ne souhaitent pas lire parce qu'ils n'aiment pas lire, justement, comme toi tu m'as dit, ah ben moi aussi. D'ailleurs j'ai été étonnée quand tu m'as dit ça. Et en fait, en comprenant pourquoi les personnes n'aiment pas lire, parce que ils ont ces croyances limitantes, voilà, comme quoi à l'école on les poussait à lire des livres qu'ils n'aimaient pas forcément, Oui. tu vois. Donc ils ont commencé par des lectures en fait qui ne les inspiraient pas. Et si tu lis un livre qui ne t'inspire pas, forcément tu penses que tu n'aimes pas lire. Et personnellement, quand j'étais plus jeune aussi, j'aimais pas forcément lire. Et j'ai appris à aimer lire avec les livres de développement personnel, mais vers l'âge de 18 ans, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que même si on n'aime pas forcément lire, on peut aimer lire des livres qui nous permettent d'apprendre quelque chose par rapport à un domaine en particulier. Par exemple, un livre sur le sport. Il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir un livre sur la musculation, par exemple, ou sur d'autres types de secteurs, tu vois. Et en fait, dans chaque secteur, tu as en fait un livre associé. Hein. Je veux dire, maintenant, il y a tout qui est documenté par ça. Et on n'a pas forcément besoin d'aimer lire pour lire des livres de développement personnel. Exactement. Aujourd'hui, si par exemple on a envie de débuter dans un certain domaine, il y a forcément quelqu'un qui est passé par là. Il y a de fortes chances qu'il ait écrit un livre décrivant son parcours ou quelqu'un d'autre ait écrit un livre décrivant son parcours. Et si tu n'as pas envie de payer des formations qui coûtent super cher, le meilleur moyen, c'est d'acheter un livre. Tu en as pour 20 euros, 25 euros, un livre, un bon livre. Et dedans, tu as pratiquement un guide vers l'objectif que tu t'es fixé, si c'est le même que la personne en l'occurrence. Bien sûr. Et tu as aussi beaucoup de biographies de personnes qui, du coup, expliquent tout leur parcours. Et je trouve ça super intéressant parce que en fait, ça te motive et ça te pousse à te dire, mais en fait, c'est possible. Il l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire, tu vois. Exactement. Donc, je trouve que c'est super pertinent ce que tu dis. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un livre en particulier que nous avons lu tous les deux parce que tu as ramené le tien et j'ai ramené le mien, mais je ne sais plus du coup lequel est le tien et le mien. Mais bon, il y a le petit marque-page. Ah, c'est celui-là. C'est L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Et pourquoi tu as choisi du coup de me parler de ce livre aujourd'hui? Alors, c'est très intéressant parce que pour me préparer à ce podcast, j'ai un petit peu reparcouru. Il y a pas mal de choses qui m'étaient sorties de la tête. Et en le reparcourant, je me suis rendu compte qu'en fait, quasiment tout ce qu'il a décrit dans son livre, je l'ai appliqué à ma vie. Et c'est pour ça que je pense que j'ai choisi ce livre pour ce podcast. Et j'ai choisi de nommer ce livre comme étant celui qui m'a le plus impacté. Parce que finalement, quand je compare le avant-après, c'est de ce livre que j'ai pris le plus de connaissances et que j'ai le plus appliqué à ma vie en fait. D'accord, ok, intéressant. Et qu'est-ce que... Déjà, qui t'a poussé à lire ce livre-là? Parce qu'en fait, L'autoroute du millionnaire, c'est pas anodin de lire un livre comme ça. Donc, est-ce que c'est le titre qui t'a inspiré, qui t'a poussé à le lire, ou c'est quelqu'un qui t'a dit, tiens, lis L'autoroute du millionnaire, parce qu'avec ton mindset, je suis sûre ça va te plaire, tu vois? J'ai une petite astuce pour trouver des bons livres. Ah, En général, quand on lit un livre, à la fin, il donne soit des références vers d'autres livres, soit il donne une liste de recommandations de livres à lire. Et en fait, c'est en lisant plein de livres comme ça, j'ai regardé à la fin quels sont les livres qui recommandaient, et ça figurait parmi cette liste. d'accord. Et généralement, c'est comme ça. En fait, moi, je ne cherche pas les livres. Les livres, c'est souvent des recommandations pour moi. Je ne vais pas chercher, par exemple, sur Internet, donne-moi un livre de développement personnel. Généralement, c'est des gens qui me le suggèrent. Ou sinon, j'ouvre un livre et je regarde toutes les références, où est-ce qu'il a tiré ces informations, etc. Et c'est comme ça que je trouve ma bibliothèque, finalement. Bien sûr, c'est super intéressant. Et
Et quand est-ce que tu as eu des a priori avant de lire ce livre, en lisant le titre En fait, Oui. avant de lire ce livre-là, qu'est-ce que tu pensais de la richesse déjà? De la richesse, est-ce que pour toi, tu as accordé la richesse vraiment dans l'aspect purement financier, ou tu t'es dit, il peut y avoir d'autres types de richesse, tu vois, tout autour? C'est pas une question que je me posais. Je pense que premier a priori, lorsque j'utilisais le mot richesse, avant de lire ce livre, ce que j'avais en tête, c'était argent, je pense. Euh, c'est dur de me replonger, de me reprojeter en arrière et de me rappeler comment est-ce que je définissais, mais je pense que je ne me posais pas ces questions à l'époque. Et c'est vrai que dès que je disais richesse, je faisais allusion à l'argent directement, alors que euh, dans ce livre, il le définit un petit peu différemment. D'accord, donc en fait, tu l'as lu purement pour l'aspect richesse, comment gagner plus d'argent, etc. Et, ok, Exactement. très bien. Et puis, oui, oui, pour répondre aussi à l'autre question, quand j'ai lu le titre, quelle impression j'avais du livre, j'imaginais que c'était un peu un livre arnaque. Si on- Ah ouais, d'accord. Oui, Ouais, ouais, c'est vrai que je pense que j'ai eu la ça même fait un peu impression. bling bling. Oui, Je pense que j'ai eu la même impression. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. En plus, c'est un gros pavé, quoi. Donc on se dit, bon, oui. là Qu'est-ce vraiment, qu'il ça a à nous l'a. dire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire Mais d'ailleurs, dans ce livre, en fait, il a scindé ce livre en deux parties, qui est la voie lente et la voie rapide. Oui, Est-ce que tu peux rapidement présenter ça aux personnes qui nous écoutent pour que déjà on puisse introduire ce livre-là avec ces deux types ces deux parties? oui. Alors, la voie lente, il l'a définie comme la voie de la médiocrité. C'est la voie que tout le monde utilise. Donc, typiquement le salariat, typiquement la voie lente, c'est l'enrichissement lent. C'est-à-dire, par exemple, un salarié qui va investir dans un fonds d'investissement qui lui apporte un certain rendement annuel et qui va devenir riche seulement à sa retraite. Donc ça, typiquement, c'est la voie lente. Et la voie rapide, c'est typiquement la voie sur laquelle on a vraiment tout le contrôle et sur laquelle on peut faire levier. Donc, c'est-à-dire en créant de la valeur, en créant une entreprise, en investissant en contrôlant les intérêts et en contrôlant ce qu'il appelle la magnitude. C'est finalement euh, quel montant on peut encaisser, c'est nous qui le contrôlons et c'est ce qui nous permet vraiment de s'enrichir plus rapidement. En fait, on a le contrôle sur toutes les variables. Alors que sur la voie lente, par exemple, comme dans le salariat, on ne contrôle pas toutes les variables. On ne peut pas faire levier pour avancer plus vite. On a seulement 24 heures dans une journée. L'entreprise, elle a des quotas pour payer ses salariés. Donc, tu ne peux pas avancer plus vite qu'un certain seuil. Alors que la voie rapide, c'est une voie qui n'a pas de limite de vitesse. Donc, finalement, tu peux avancer à n'importe quelle vitesse et atteindre n'importe quelle limite. C'est très bien introduit. Est-ce que à cette période-là, quand tu as lu ce livre-là, tu rencontrais des difficultés dans ta vie ou tu te posais beaucoup de questions? Avant de lire ce livre-là, j'avais un sentiment de culpabilité. J'avais lu pas mal de livres, comme par exemple Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais. J'ai lu La semaine de 4 heures. Mhm. J'ai lu d'autres petits livres qui sont un petit peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire essayer de trouver des systèmes intelligents pour s'enrichir en travaillant le moins. Et en fait, ça a cultivé chez moi un sentiment de culpabilité parce que je sentais que j'avais envie de faire quelque chose, mais euh, le sentiment de culpabilité venait du fait que je me sentais inférieur intellectuellement parce que je ne trouve pas les petits systèmes. J'arrive pas à trouver les petites astuces qu'ils donnent dans les livres et je me sentais, mais purée, je me sens, enfin, est-ce que je suis plus bête que ces gens-là? Pourquoi est-ce que moi je ne trouve pas ces petits systèmes alors que eux ils disent, ah ben c'est facile, tu mets en place, allez, tu connectes ce truc avec ce truc et finalement tu arrives à générer de l'argent en travaillant 4 heures par semaine. Et c'est vrai que j'avais ce sentiment de culpabilité, je ne savais pas où avancer, mais je savais que je voulais faire quelque chose de ma vie, je voulais faire quelque chose qui soit significatif. Et donc je lis ce livre et là je sens un sentiment de soulagement, je me dis ok, en fait il faut travailler quoi. C'est pas juste voilà, faut pas Merci. être intelligent pour trouver le bon système parfait qui t'apporte de l'argent. En fait au bout d'un moment c'est juste des processus voilà, c'est de l'amélioration continue, c'est des choses faut pas être super intelligent pour le faire. Il faut juste travailler durement mais sûrement jusqu'à arriver vers son résultat. Et il ne faut pas être super intelligent ou quoi, il faut juste prendre des processus qui existent déjà aujourd'hui, essayer de faire mieux, de les améliorer, mais petit à petit. Pas besoin d'être un génie pour trouver le bon système, la bonne niche pour exploser, quoi.
Et ce que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est qu'il ne te trouve pas de méthode miracle. Il Oui, va te proposer des idées de business, il va te proposer comment tu peux tendre justement à ces idées-là, sans pour autant te dire, par contre, comme la semaine de 4 heures, oui. c'est super simple, en 4 heures, tu peux réaliser Wow. un Liberté business. financière. Non, mais clairement. Alors que je trouve que, tu vois, la semaine des 4 heures, moi, quand je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis en application parce que pour moi, au début, tu es obligé de beaucoup travailler, tu vois. Comme toi Voilà, dans l'immobilier, au début, je suis désolée, mais quand tu as dû c'est dur. retaper ton appartement, tu as dû travailler. Tu t'es Oui. pas dit en 4 heures par semaine, tu vois, c'était fait. En fait, tu atteins la semaine de 4 heures, entre guillemets, tu l'atteins lorsque tu as fait des semaines de 70 heures avant. Et ça, dans la semaine de 4 heures, ils ne le disent pas. Alors que dans ce livre-là, il le décrit bien comme c'est un processus que tu mets en place, tu dois faire des sacrifices, tu dois te limiter pendant une certaine période. Et au bout d'un moment, tu vas atteindre ta liberté financière, tu vas atteindre tes objectifs. Mais ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas en claquant des doigts, ce n'est pas parce que tu es super intelligent que tu as trouvé la bonne niche. C'est du travail, quoi. C'est très bien résumé. Comme je te disais, l'auteur va proposer des pistes de réflexion par rapport à des business, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour pouvoir tendre à la voie rapide. Et il met l'accent sur la recherche de besoins Hmm. pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin pour pouvoir créer un business qui est rentable et tendre vers la voie rapide. Est-ce que toi, tu as réalisé tous les exercices de ce livre? Est-ce qu'à chaque fois que tu lisais une partie, tu mettais en application les conseils? Comment tu t'y es pris en lisant ce livre? Alors, moi, j'ai peut-être pas un état d'esprit comme tu l'entends quand je lis un livre. Moi, quand je lis un livre, j'essaye pas de mettre forcément en application à la lettre ce qu'il dit. Mm. J'essaye plutôt de le mettre en application à l'échelle d'une vie. Je prends les astuces et je change ma manière de réfléchir. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, lui, dans son livre, il parle d'une feuille de risque. C'est pas vraiment une feuille que je prends devant moi et que je mets le pour et le contre et je calcule les risques. Mais c'est une réflexion que j'ai dans ma tête quand même, c'est un exercice que je fais, mais c'est plus dans ma tête et c'est un peu au quotidien quand je vais visiter des biens par exemple ou quand je vais discuter avec des gens et qui me proposent une nouvelle opportunité. C'est l'exercice que je fais mais plus dans ma tête et pas besoin qu'il soit vraiment écrit sur une feuille et que ça soit concret, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que moi je vais appliquer ce qui est écrit dans le livre. Donc ce n'est pas des exercices que je vais, à chaque chapitre, je vais me dire ok, je me pose, je fais l'exercice. J'essaie de lire l'entièreté du livre et essayer d'appliquer un maximum un petit peu au quotidien. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre à l'action directement en lisant ce livre. Quand vous lisez ce livre, on vous recommande vraiment de mettre en application directement les conseils du livre dans sa propre vie, tu vois, comme toi tu as fait dans Hmm. l'immobilier. D'ailleurs, j'ai un exercice pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu peux donc nous donner un exemple précis d'une action que tu as mise en place après la lecture de ce livre? Là, tu nous as parlé du fait de prendre des décisions. C'est un passage qui t'avait inspiré. Est-ce que tu Oui. as un autre exemple, un autre passage où tu t'es dit, ça, je veux le mettre en application dans ma vie, tu vois? Euh, je ne sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais j'ai un exemple peut-être dans ma tête. Dans ce livre-là, il essaie de casser les codes par rapport aux risques aussi, par exemple. Il dit que généralement, les risques, quand tu les mets sur papier et que, au lieu de les avoir dans un coin de ta tête et te dire ouais, ce risque-là, il me fait peur, quand on le met sur papier et on le compare au pour et le contre, tu mesures les risques et que tu mets un chiffre dessus, on s'en rend compte que finalement, les risques ne sont pas si énormes que ça. Et ça, c'est un exercice que j'ai appliqué un petit peu tout au long depuis que j'ai lu ce livre, je l'applique un petit peu tout au long de ma vie. Par exemple, dans les investissements immobiliers, comment je l'ai appliqué? Eh bien, je me suis dit, bon, l'investissement immobilier, c'est beaucoup d'argent, on fait levier avec la banque, on emprunte de l'argent, on doit mettre beaucoup d'argent, c'est des grosses sommes. Et je me suis dit, mais imagine, ça marche pas, ça fonctionne pas, je vais être endetté, etc. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est quoi vraiment les risques? Bon, ok, tu vas mettre peut-être 10 000 euros d'apport, tu vas commencer avec un petit studio pour pas non plus prendre des risques exorbitants. Si jamais ça marche pas, c'est quoi le pire cas qui puisse arriver? Bah, en fait, tu as fait un investissement où tu dois sortir de ta poche tous les mois 200 euros peut-être. Est-ce que c'est un risque qui n'en vaut pas la peine? Et à la fin, supposons que tu dois revendre ce bien. Bah, à la limite, tu es en négatif de 10 000 à 15 000 euros. 10 000 à 15 000 euros, ce n'est pas insurmontable. Sauf que la récompense contre ce risque-là est beaucoup plus importante que 10 000 euros que tu aurais perdu. Ça vaut le coup de prendre ce risque-là parce que ce que tu gagnes derrière, c'est beaucoup plus. C'est peut-être des centaines de milliers d'euros. Tu vois? Et donc finalement, en appliquant cette façon de réfléchir,
ça m'a permis de me débloquer sur pas mal d'opportunités Clairement. dans l'immobilier. Ok. Oui, dans l'immobilier, toi particulièrement. D'accord. Dans l'immobilier, est-ce que tu peux justement prendre donc cet exemple-là en nous expliquant un petit peu le passage où il parle de trouver une idée de business par rapport à un besoin, par rapport aux attentes, etc. Je suppose que tu fais allusion du coup aux 5 commandements qu'il a Ouais. donnés pour avoir un business qui fonctionne. Complètement. Donc le commandement du besoin, le commandement du besoin, commandement de l'entrée, Entrée, commandement de l'échelle, commandement du contrôle, du contrôle et du temps. exactement. Effectivement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose à quoi j'adhère énormément. Parce que c'est vrai que quand on veut faire de l'argent de manière générale, les gens ils vont d'abord commencer par se dire égoïstement je veux faire de l'argent. Sauf que dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, on gagne de l'argent lorsqu'on fournit de la valeur. Et donc c'est le premier livre dans lequel il parle vraiment de cette histoire de besoin et de valeur. Parce que finalement, lorsqu'on veut faire un business, il faut demander l'argent en dernier lieu. Il faut d'abord résoudre le problème. Et donc ça, c'est le commandement du besoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on résolve un besoin du marché. Autrement, on ne va jamais gagner de l'argent. Il faut que les gens soient intéressés par ce que tu proposes. Donc quand tu vas identifier un problème, bah, c'est là où il y a de l'argent à récupérer parce que les gens ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème, pour enlever cette épine dans le pied. Ensuite, le commandement de l'entrée. Si l'entrée vers quelque chose, vers un business est facile, ça veut dire qu'il faut vraiment se démarquer par l'excellence si on veut faire la différence avec les autres. Donc typiquement, et il prend un exemple très très bien dans le livre, c'est le poker. L'entrée au tournoi de poker, c'est ouvert à tout le monde, c'est 100 ou 200 euros peut-être. Mais pour gagner au poker le jackpot, donc le gros lot, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes qui participent, c'est comme le loto. Ils vont mettre une cagnotte et celui qui a gagné le meilleur va quasiment tout récupérer. Et donc au poker, c'est très facile d'y entrer, mais pour récupérer, pour être au-dessus et récupérer la grosse somme, il faut être parmi les plus excellents. Et finalement, on retrouve que toutes les années, c'est toujours les mêmes qui ramassent le pactole, mais parce que eux, ils font ça, ils sont excellents. Et c'est très facile d'y entrer, mais une personne lambda qui ne s'est pas formée, qui n'a pas d'expérience, en fait, elle va se faire démonter par la concurrence. Donc, lui, il dit que vaut mieux, soit tu es vraiment bon dans ton domaine, et du coup, lance-toi là où l'entrée est facile, mais du coup, tu peux te démarquer facilement, soit tu vas dans un marché de niche où il n'y a pas beaucoup de concurrence et du coup, tu as plus de marge de manœuvre. C'est plus facile pour toi d'être médiocre au début et t'améliorer au fur et à mesure parce que tu vas pouvoir gagner de l'argent même si tu fais un produit qui est médiocre, entre guillemets. Qui est moyen plutôt. Ouais. Voilà, qui est pas moyen plutôt. Puis après, avec l'argent, on peut petit à petit l'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est plus facile que si on devait, par exemple, créer une entreprise de voitures. Aujourd'hui, impossible, il y a trop de concurrence. Il faut vraiment faire une voiture limite volante quoi, pour s'en sortir. Sinon, pourquoi on prendrait une voiture de Naomi alors qu'on a une Renault, on a Tesla? C'est vrai, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Donc ensuite, on a le commandement de l'échelle. Et donc dans le commandement de l'échelle, il le divise en deux parties. C'est la portée et la magnitude. Donc c'est soit on propose un produit ou un service qu'on peut multiplier, le donner à plein de personnes, apporter de la valeur à énormément de personnes, soit ça c'est la portée, soit c'est la magnitude, c'est-à-dire que tu apportes ce service ou cette valeur à une petite poignée de personnes, mais la marge sur ce produit-là est énorme. C'est-à-dire que c'est pareil de vendre à 100 000 personnes un produit à 1 euro que de vendre à 10 personnes un produit à 10 000 euros. Donc globalement, c'est ce qu'il dit. Donc tu peux agir sur les deux variables. Ensuite, on a le commandement du contrôle, sur quoi il fait l'accent quasiment durant tout le livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder le contrôle de sa voiture sur l'autoroute du millionnaire. Il faut toujours garder le contrôle, parce que du moment où on donne le contrôle à quelqu'un d'autre, en fait, nous, on sert ses intérêts à la fin. Nous, on n'est qu'un agent dans son autoroute du millionnaire à la personne à qui on a donné le contrôle. Donc nous, on s'enrichit plus et plus on sert ses intérêts à lui. Donc l'exemple qu'il prend, c'est les gourous de la finance. Par exemple, les salariés qui vont voir des gens sur Wall Street, bon voilà, j'ai 100 000 $.
j'aimerais les multiplier par 10 ou que sais-je. Et là, on va voir un conseiller financier et il va nous dire, bah, on peut placer à 10% ici, on peut placer à 20% ici, etc. Mais en fait, là, on a donné le contrôle, on n'y connaît rien, on maîtrise rien. Et finalement, c'est lui qui s'enrichit avec les commissions et pas la personne qui a mis l'argent. Donc, il ne faut jamais donner le contrôle. Et on arrive à la fin au commandement du temps, qui est le plus important. Beaucoup de gens commencent des business en créant des jobs cachés plutôt que des business, des processus, des systèmes, ou comme il dit, des arbres à fric. Il faut réussir à divorcer son temps du montant que tu encaisses. Du moment où tu peux dormir et l'argent arrive sur ton compte, c'est là où tu as créé un arbre à fric, comme il appelle, un système qui travaille pour toi. Si ton temps est proportionnel à l'argent que tu fais, eh bien finalement, c'est que tu as créé un job caché. Bon, tu es indépendant, mais c'est un job. Salarié quand même. En fait, tu es indépendant salarié. Exactement. Tu es salarié de ta propre boîte. Voilà, c'est ça. Tu es esclave de ta propre boîte. C'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup justement qui sont esclaves de leur propre boîte. Et on se proclame libre, mais en réalité, non, on est encore plus dépendant de ses fournisseurs, de ses clients, je sais pas, de sa banque. On est dépendant de plein de choses. C'est vrai. Et en fait, toi, tu l'as appliqué à l'immobilier, donc ça. Parce qu'en fait, ça rejoint tout ça en immobilier. Finalement, oui. Dans ce que tu fais, toi, dans la location. Oui. Tu achètes pour louer, on est d'accord? Tu fais de l'investissement pour louer, oui, exactement. Locatif. Ouais. Locatif, même marchand de biens, donc achat-revente. Voilà, c'est tout ce qui est l'immobilier finalement. Et donc quand tu dors, tu as les loyers qui tombent, quoi. Exactement. Donc on est dans ce système-là, tu vois. On peut parcourir les 5 commandements, mais effectivement c'est ça. Parce que d'un côté, on a le besoin. Le besoin, c'est de loger les gens. Le besoin, c'est de créer de la valeur, de rénover des biens qui… je t'ai montré, j'ai montré à Naomi un plateau que j'ai dû rénover. C'était vraiment un plateau brut, il n'y avait rien. Je l'ai rénové. Et aujourd'hui, c'est un appartement luxueux que les gens ils peuvent venir en profiter. Donc ça, c'est le besoin, j'ai apporté de la valeur sur le marché. Ensuite, on a le commandement de l'entrée. L'entrée, c'est facile d'entrer en immobilier en France. Tout le monde peut investir, on a beaucoup de propriétaires en France, mais c'est dur d'être excellent. Et donc c'est là où justement il faut se former en amont. C'est cette partie qui est un peu délicate, parce qu'il faut se démarquer des autres, donc faire plein de formations, des sorties, apprendre en continu, etc. Ensuite, on a le commandement de l'échelle. Là, l'échelle, en l'occurrence, ce n'est pas la portée, mais c'est plus la magnitude. C'est-à-dire qu'on se fait des très grosses marges, on ne met pas beaucoup d'argent, mais on se fait des grosses rentabilités, des grosses marges. On a le commandement, donc après l'échelle, on a dit, c'était le contrôle. Le contrôle, pour moi, c'est le fait de pouvoir être propriétaire. Donc, tu as signé le document, il montre que c'est toi le propriétaire. Maintenant, c'est toi qui fais ce que tu veux avec ton bien. Enfin, dans la limite de la légalité. Mais tu as le contrôle parce qu'à la fin, c'est toi qui as le dernier mot sur ce qui se passe à l'intérieur. Et le temps, les loyers tombent indépendamment de si tu es dedans, tu n'es pas dedans. Si tu peux être à Bali, les loyers ils vont tomber quand même. Exactement. Donc finalement, on répond aux 5 commandements. Et les investissements immobiliers, c'est un bon business. Ah, mais clairement. Mais c'est en lisant ce livre aussi, du coup, quand tu as fait de l'immobilier, après, tu t'es rendu compte en fait que tu suivais ça en fait. Oui, voilà. C'est plus ça. C'est ça. Ce que je te disais finalement dans ce livre. En fait, ça te. Oh, c'est sûr. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait la chose sans me former, j'ai fait correctement les choses. Mais c'est là où on s'en rend pas compte, mais juste lire un livre, des fois, ça peut juste changer ta manière de penser inconsciemment. Tu n'as pas besoin d'être conscient et de te dire, je vais vraiment, commandement du besoin immobilier, voilà, ça répond à tel besoin. Non, c'est juste, ça t'a changé, ça t'a reprogrammé le cerveau et derrière, tes actions, elles sont la conséquence du coup de ce que tu penses. Et ça s'applique un petit peu quand tu fais un retour en arrière et tu dis, tu regardes tous les choix que tu as fait, tu te dis, ah mais purée, mais c'est vrai que c'est exactement ce qu'il y avait écrit dans le livre, mais je ne m'en suis jamais rendu compte. Donc c'est vraiment une reprogrammation de ton cerveau. C'est super utile de lire, mais encore une fois, des livres qui t'apportent de la valeur à toi et qui sont en ligne avec tes valeurs et ton objectif. Sinon, ça reste du divertissement, comme si tu… Voilà, comme tu regardais un film. Exactement. C'est ça, exactement. Bon, ça fait du bien aussi de temps en temps, mais bon. Ouais, c'est pour décompresser. Mais personnellement, tu vois, quand j'ai lu ce livre aussi, ça m'a aussi apporté une ouverture d'esprit, comme quoi tout est possible. Et comme quoi, si lui, il l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Mais aussi, en fait, je me suis dit, mais… je n'ai plus du tout envie d'être salariée. Je pense que ce livre, ça m'a donné un déclic comme quoi
je ne peux plus être salarié après avoir lu ce livre. Est-ce que toi, tu savais d'ores et déjà, avant de lire ce livre, que tu ne pouvais pas t'enrichir en tant que salarié? Ou c'est vraiment ce livre où tu t'es dit, ah ouais, non, là, si je suis salarié, je ne pourrais jamais m'enrichir, en fait, tu vois? Ouais, comme la question sur l'argent, c'est pas une question que je me pose, sur la richesse, pardon. C'est Ok. pas une question que je me posais. Justement, ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que des fois, il revient aux bases, il dit des choses évidentes, mais auxquelles on n'a pas pensé. Donc, typiquement, le salariat, est-ce qu'on peut s'enrichir avec le salariat? C'est pas une question que je m'étais posée, même si je savais que je voulais Ouais, atteindre une c'est certaine vrai. liberté financière. Et puis par rapport à ton cas, en fait, j'aurais même envie de dire que le salariat, ça t'aide, ça t'a poussé, parce que sans le Oui, salariat, tu peux pas investir en fait. c'est Donc un. finalement, tout dépend en fait du salariat. Toi, C'est ça. tu t'en sers, Et entre oui, guillemets. oui, entièrement, tout à fait. Sans CDI aujourd'hui, c'est très difficile d'investir, surtout aujourd'hui en fait. Hmm. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Et c'est un très bon point parce que j'allais faire l'accent là-dessus. Lui, il dénigre énormément dans le livre le salariat, mais c'est un truc que je lui reproche. Personnellement, je reproche un petit peu dans ce livre. Peut-être que c'est pas son intention, et je pense que ça ne l'est pas, mais en tout cas, le vocabulaire qu'il utilise, Ouais. il a une très mauvaise connotation du salariat, alors que c'est une case qui nous permet aujourd'hui de gagner de l'argent sans risque sur le court terme. Alors, sur le long terme, c'est risqué, oui, Hmm. mais sur le court terme, c'est ce qui te permet de subvenir à tes besoins, etc. Parce que en sortant d'école, tu ne vas pas forcément faire un business qui marche Hmm. dès le début. Tu vas peut-être échouer plusieurs fois, mais Bien tu as sûr. quand même besoin de manger, tu as quand même besoin de Ouais. faire un petit peu d'argent de côté, etc. Et c'est une étape qui est nécessaire. Mais c'est quelque chose, il crache énormément dessus, alors que c'est quand même la première étape, selon moi, pour créer un business. Il faut quand même que tu gagnes un peu Hmm. d'argent. Très peu Ouais. nombreux sont les personnes qui ont commencé directement avec un business et que ça a cartonné. C'est ça. C'est une case, on va dire, à cocher dans le processus d'un business à succès, quoi. Et puis en plus, ce livre-là, il est américain, si je dis pas de bêtises. Oui, Et c'est pas forcément les mêmes normes, les mêmes lois. oui, Peut-être que eux, dans l'immobilier, ils n'ont pas le même processus que nous, de pouvoir emprunter sans apport, sur le long terme, en ayant 2 ans sans forcément payer les mensualités. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, je pense que c'est différent. C'est pour ça aussi qu'ils dénigrent le salariat. Mais j'ai même envie de te dire un autre truc, c'est que le salariat, ça t'aide à, par exemple, dans l'immobilier, à pouvoir investir dans l'immobilier. oui. Mais ça t'aide aussi à pouvoir avoir le chômage et pour pouvoir En avoir France, 2 ans, non mais en France, oui, encore oui, une fois, en France, c'est- et d'avoir 2 ans pour pouvoir créer ton business aussi, tu vois. clairement, oui. Donc en fait, ça peut pousser à pouvoir réaliser de grandes choses Oui. en passant par le salariat Mais aussi. c'est un très bon point que tu fais, parce que ça montre en fait des fois les limites et le recul qu'on doit avoir sur certains livres qui proviennent d'un autre pays que la France. Bon, l'autoroute, oh non, pardon, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est C'est un français. livre qui est français, donc c'est plus facile d'appliquer quasiment à la lettre ce qu'il dit. Ouais. L'autoroute du millionnaire, c'est un livre, comme tu dis, américain, pas les mêmes normes, pas les mêmes fonctionnements. D'ailleurs, il parle de manière concrète comment créer une société. Bon, les sociétés aux États-Unis, c'est pas les sociétés en France, ça marche pas pareil. Et donc, des fois, il faut aussi avoir un petit peu de recul et de se dire, bon, ça s'applique pas, il faut faire attention. Le salariat en France, c'est pas si mal qu'aux États-Unis, les risques sont pas pareils. Donc, il faut quand même garder un certain recul. Il faut prendre le meilleur, laisser le pire. Mm. C'est vrai, effectivement, c'est bien de le souligner ça aussi. L'idée aussi forte de ce livre, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de révolutionner un domaine pour pouvoir entrer dans la voie de la richesse, dans la voie Oui, rapide, comme il l'indique. Et qu'on peut voilà, faire tout simplement d'un produit le même produit mais mieux, et pas forcément rechercher l'idée révolutionnaire comme peuvent le rechercher certaines personnes. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui se lancent parce qu'ils croient qu'il doit avoir une idée de génie pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. c'est une très bonne question, effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la semaine des 4 heures, etc., ils disent de trouver le système qui fonctionne, il faut avoir la bonne idée. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens, et j'étais dans ce cas-là, se disent, en fait, faut avoir une idée incroyable dans sa tête, et c'est là où tu deviens riche. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des idées, on est quoi, 8 milliards ou 5 milliards sur Terre, je ne sais plus exactement, il y a forcément quelqu'un qui l'a eu. Toutes les idées que tu peux imaginer dans ta tête, quelqu'un les a déjà eues. La différence, c'est celui qui a eu l'idée et qui l'a mis en place, et celui qui a eu l'idée et qui ne l'a pas mis en place. Et il parle aussi de la concurrence, justement,
comment est-ce que tu dois agir vis-à-vis de la concurrence. Et il dit que le marché est tellement grand que la concurrence, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est d'ailleurs de là que j'ai appris ça. En immobilier notamment, on a tendance à se dire « Ah non, mais lui, il va me voler ce bien si je lui en parle, etc. » En fait, non, la concurrence, c'est ce qui permet de te motiver à faire mieux. Et c'est ce qui te permet aussi à créer des partenariats potentiellement. Concurrence, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut te voler ton business, c'est peut-être quelqu'un qui veut grandir aussi avec toi. Tu vois, c'est pas évident. Ouais. Et oui, donc pour revenir à ton point sur faut pas avoir une idée forcément transcendante et innovante pour commencer un business, n'importe quel business qui existe aujourd'hui, il a été créé sur une base qui existait déjà, ils ont juste fait mieux. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque itération sur leurs produits, ils les amélioraient jusqu'à faire tellement de différences par rapport à ce qui se faisait avant qu'on se dit waouh, leur produit il est complètement différent. Mais en fait, non. Quand on regarde l'histoire, ils ont commencé avec un truc qui était relativement similaire à ce qui se faisait et ils l'ont amélioré en continu. Sauf qu'avec les effets cumulés de l'amélioration, c'est ce qui fait le avant-après, il est méconnaissable. Mais c'est parce qu'ils ont amélioré beaucoup. Mais au début, ils ont bien commencé avec le même produit. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je m'étais renseigné suite à la lecture de ce livre-là, sur comment est-ce qu'on peut s'inspirer pour avoir des idées de business ou de produits. Et en fait, j'ai appris que Apple, ils ont un partenariat avec une certaine boîte c'est comme un espèce de musée de choses où tu peux te promener et c'est ce qui va te donner des idées sur tes produits. Donc en fait, c'est un espèce de musée où ils vont mettre, je sais pas, par exemple un téléphone, ils vont mettre la machine à taper à l'ancienne, ils vont mettre un tableau ou des choses comme ça. Et l'objectif, c'est que tu t'y promènes et que ça te donne des idées pour faire des produits, peut-être pour améliorer un certain produit, etc. Mais vraiment, c'est pour t'inspirer. Et c'est Apple qui utilise ça pour sa société? Oui, d'après ce que j'ai compris, Apple, ils utilisent ce pour genre pouvoir de avoir société. de la créativité, des idées pour Exactement. innover Oui, leur téléphone, leurs produits. Ok. exactement. Pour essayer de voir des choses que les autres n'ont pas vues. Ok. Mais C'est intéressant. Comme quoi, voilà, eux aussi, ils utilisent le partenariat. voilà, Alors que tu as l'impression que c'est des géants, hein, bien évidemment, mais ça vient aussi de quelque part, quoi. c'est ça. Ça vient pas Exactement. comme ça. J'avais envie de te partager un autre point du livre, c'est que en général, comme on me l'avait demandé à moi, on nous demande souvent c'est quoi ton business plan? Est-ce que tu as fait un business plan hyper structuré pour pouvoir commencer ton projet? Et je pense aussi qu'on oublie de passer à l'action en fait, que d'avoir en fait toujours de vouloir que tout soit parfait avant de commencer. Ça nous empêche en fait de réellement de nous mettre à l'action. Et dans ce livre-là, justement, il nous pousse à... en fait, lui, carrément, il dénigre les business plans. Il dit ça sert à rien, c'est du bullshit. Carrément, lui, il parle comme ça. C'est du bullshit. Il faut juste se mettre à l'action, avoir une petite idée de départ et en fait, tester. Et c'est en testant que tu vois si les gens sont intéressés par ce projet ou ce produit, tu vois. Et c'est pas forcément en ayant un business plan de carton que tu vas réussir un projet, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'était avec lui. Ouais. Mais on est tous d'accord. Mais j'avais oublié cette partie du livre. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il dénigrait énormément les business plans. Et maintenant, je m'en souviens très très bien que c'était quelque chose où je me suis dit, ok, surprenant. Oui, okay. D'accord. J'avais pas les mots, je me suis dit, ok, business plan, alors qu'on entend tous les businessmen te dire, ou même à la banque, il faut avoir un business plan détaillé. Mais en fait, tu vas perdre plus de temps à faire ton business plan, te rendre compte des risques et potentiellement te dissuader, plutôt que de passer à l'action. Et tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux fait que parfait. Exactement, ça c'est vrai. Mais ouais, c'est exactement la même réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, beaucoup de gens font des choses, font des formations, lisent par exemple, mais ils oublient de commencer, de mettre en place, de passer à l'action. Et justement, en faisant, comme tu dis, hein, pas forcément avoir avoir la vision claire, pardon, mais pas un business plan détaillé. Moi, je pense que le business plan, c'est quelque chose qui se construit un petit peu au fur et à mesure. Moi, j'ai un exemple concret en immobilier. Des fois, en immobilier, on va trouver une opportunité et on n'est pas sûr qu'en faisant telle stratégie, ça va marcher aussi bien qu'on le veut. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir potentiellement plusieurs stratégies. Et des fois, on va même avancer sur une stratégie, se rendre en ayant un business plan, on va dire,
prêt déjà préfait, etc. On a un plan bien défini. Et on va se rendre compte que finalement, on a rencontré un problème. Et donc là, en cours de route, alors qu'on s'est déjà engagé, on a déjà payé, on a déjà entamé des travaux, par exemple, en cours de route, on va se dire non, en fait, là, ça ne marchera pas, il faut qu'on pivote, on va faire autre chose. Et ça, un business plan, si on suivait à la lettre un business plan clair et détaillé, on n'aurait pas cette flexibilité de pivoter à des moments qui sont très importants, à des moments clés. Et je pense que c'est important de laisser un petit peu de passer à l'action, de se laisser un petit peu de liberté, rencontrer du monde. Et petit à petit, le business plan, il devient plus clair dans ta tête et la vision s'améliore, etc. Et en fait, c'est là où tu choisis la meilleure vocation. Bien sûr. Oui, en fait, ça laisse place aussi à la spontanéité. Il y a peut-être des Oui. opportunités que tu n'aurais pas saisies si tu suivais à la lettre ton business plan, tu vois. Exactement. Donc, et quand tu as voulu te lancer dans l'immobilier, tu as fait un business plan, toi, ou tu t'es lancé comme ça? Alors, je suis le monsieur pas Ouais. business plan. Mis à part à la banque. Parce qu'à Oui. la banque, il faut que tu sois vraiment carré pour Exactement. pouvoir expliquer ton projet, tu vois. C'est la partie que je déteste le plus Ah ouais? dans l'immobilier. Alors, j'ai des business plans entre guillemets dans ma tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Il y a des chiffres qu'il faut mettre sur papier, Ouais. évidemment. Faut faire des analyses, etc. Mais lorsqu'on doit rédiger un dossier bancaire pour la banque, c'est la partie qui m'embête le plus. Ouais. La partie qui m'embête le plus, c'est de faire le business plan détaillé avec les photos, avec l'histoire à raconter. Et je me dis, c'est une perte de temps monumentale, alors que je pourrais juste prendre 10 minutes avec le banquier, lui raconter les chiffres et lui dire non, voilà, tout est prévu. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il faut le rassurer. Exactement. Voilà, faut se mettre un peu dans sa poche. Voilà, dans le cadre. Voilà. Il faut s'adapter aussi aux personnes. Tu te dis, Oui. bon, peut-être pour moi, je ne le fais pas le business plan, mais pour les autres, s'ils en ont besoin, bah forcément, C'est ils ça. en faire un, tu vois. Pas besoin de le suivre aussi à la lettre, mais Non. au moins ça les rassure, Ouais. ça rassure les partenaires Ouais. potentiels, etc. Oui, totalement. Mais c'est vrai que c'est important de se dire que, en fait, il faut se mettre à l'action, il ne faut pas attendre l'opportunité parfaite ou l'affaire parfaite. En fait, il faut juste tester. Oui. Et c'est vrai que c'est très important de le souligner, tu vois. Oui. Et est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent quelle première action ils pourraient réaliser après avoir vu en fait l'entièreté de cet épisode? Oui, bonne question. Si tu veux, je peux t'aiguiller sur un truc, c'est qu'en fait, dans ce livre-là, et j'ai même oublié d'en parler, il nous donne plusieurs pistes pour pouvoir trouver une idée de business. Il nous parle, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pensé à toi, c'est qu'il nous parle du système de location, donc Oui. avec l'immobilier. Il nous parle aussi de l'informatique, des logiciels, la création d'applications, tout ce qui est un système par exemple de contenu, écrire un livre, des blogs, la création de contenu, la distribution, le fait de créer des franchises, et comme Ouais. je t'ai dit, non pas intégrer une franchise, mais créer une franchise ou créer un marketing de réseau. Avec toutes ces idées de business, tu vois, qu'est-ce qui pourrait les pousser à se mettre à l'action? Sincèrement, je ne sais pas si j'aurais tourné la question de cette manière, parce Ouais. que c'est quand même quelque chose de subjectif. Qu'est-ce qui me pousse à l'action? Mhm. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre les responsabilités, entre guillemets, et de se lancer. En tout cas, je pense que ce qui pourrait débloquer, à mon sens, prenons un exemple d'un produit qu'on a envie de développer, un logiciel ou que sais-je, c'est de commencer à faire des petites actions un petit peu tous les jours, de créer une première version, un prototype, par exemple le logiciel. Moi, j'avais un logiciel, j'aimerais créer un petit logiciel pour les architectes, les architectes pour faire le mapping des pièces plus facilement. Comme ça, ils ont les plans déjà faits, ils mettent le produit. D'accord. Et voilà. Et on a déjà le produit, mais on n'a pas le logiciel. Et moi, je me suis dit, bah, tous les jours, je vais travailler un petit peu sur le logiciel, délivrer un premier prototype, le faire tester à des gens. Et là, ils vont me faire un retour que je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on va créer un bon produit. Donc, je pense que pour passer à l'action, ce qu'il faut se dire, c'est pas essayer de chercher la perfection. C'est délivrer une première version qui est sous forme de prototype, presque, j'ai envie de dire, une chose qui fonctionne, mais vraiment minimum, quoi. Et à partir de là, c'est ce qui va nous motiver pour continuer parce qu'on a déjà une base. Pour moi, le plus dur dans les business en général, dans les investissements, etc., c'est c'est la construction. Ouais. La construction d'une chose qui n'existe pas. Et donc, on a envie quand on s'imagine le produit déjà fini, ou le service, le produit, peu importe,
on se dit il y a tellement de distance entre les deux, donc on n'a pas envie de le faire. Et moi, mon conseil, ce serait de raccourcir cette distance en proposant une version vraiment très basique, très très simple, mais qui fonctionne. Comme ça, on se dit, bon, le travail n'est pas si monumental que ça, on le fait, et quand on a un truc qui fonctionne, qui a été construit, eh bien, c'est à partir de là qu'on a cette motivation et cette discipline pour continuer à l'améliorer et atteindre la version finale qu'on imaginait dans notre tête. Donc, je pense que c'est ça le conseil que je pourrais donner. Donc, réfléchir à un produit qui n'est pas forcément parfait dès le début, le tester, donc juste tester une première idée que nous avons et le scinder en plusieurs parties pour pouvoir tous les jours pouvoir se rapprocher de cet objectif et après l'améliorer quand tu feras tester ce produit à diverses personnes, si j'ai bien compris. Oui, casser cette phase de construction de produits ou de services, peu importe, l'un des deux. C'est ça. Mais délivrer vraiment quelque chose de très très simple pour qu'on ne soit pas apeuré par le travail qui nous attend. Oui, parce qu'en général, en fait, les peurs des personnes, de ce que parce que moi-même j'ai eu cette peur-là, c'est de se dire il y a trop de travail, ça prendra trop de temps pour pouvoir réaliser ton objectif. Oui. Et en fait, non, quand tu le scindes en plusieurs parties, chaque jour, tu te rends compte qu'en fait, c'est des petites actions qui te permettent après de réaliser un grand objectif. Et comme quoi aussi, cette partie, je trouve qu'elle est très agréable de pouvoir savourer le chemin vers ton objectif. Je trouve que c'est super agréable aussi, tu vois. C'est clair. Donc c'est intéressant. Mais tu as un très très bon exemple d'une personne qui se lance, même si c'est pas un produit que tu délivres, tu délivres une forme de service ou de divertissement. Moi je pense que c'est la même chose. Toi tu t'imagines, quand tu veux te lancer, tu t'imagines une chaîne qui a déjà énormément de succès et tu te dis waouh, le travail que je dois délivrer, bon, je me lance pas. Alors que toi, ce que tu as fait, c'est plutôt l'inverse. Tu dis je commence avec un truc simple, je vais inviter des gens au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. Et puis, plus tu en fais, plus tu deviens meilleur, plus tu l'améliores, plus tu as de l'audience qui te permet de devenir encore meilleur. Et finalement, on se donne rendez-vous dans un an. Et dans un an, quand tu vas comparer comment est ta chaîne dans un an et comment elle est maintenant, tu diras finalement, jamais de la vie, je me serais dit que je pouvais arriver là. Clairement. On se fera un prochain épisode dans un an. On verra tes projets immobiliers. Comment ils auront pris, génial. Écoute, je te remercie pour cet échange. Franchement, c'était super intéressant. Oui, et je pense qu'on a vraiment donné envie à nos auditeurs de se mettre à l'action. Et c'est le plus important, tu vois. Donc, si vous n'avez pas forcément le temps de lire ce livre en entier parce qu'il est quand même assez long, au moins vous avez les enseignements en fait principaux de ce livre-là pour pouvoir vous mettre à l'action. Donc, voilà. Et c'est seulement 10%. Là, ce qu'on a dit, c'est seulement 10% de ce qu'il y a dans ce livre-là. Il y a beaucoup plus à explorer. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais finir cet épisode, si tu le veux bien, avec quelques citations de ce livre que j'aime bien. Génial. Tu les as écrites? Oui. Ah, j'adore. J'ai préparé quelques citations qui m'ont pas mal amusé. Ok, j'adore, vas-y. Allez, on va commencer par celle qui m'a le moins impressionné. Les riches ne vivent pas leur temps, ils le possèdent. Alors, pardon. On va recommencer. Alors, oui. On recommence. Les riches ne vendent pas leur temps, ils le possèdent. Oui. Arrêtez de suivre le chemin de la lenteur si vous voulez vivre riche, pas mourir riche. Les idées ne valent rien si elles ne sont pas mises en œuvre. Par contre, la deuxième, elle me fait tilt parce qu'en fait, il parle aussi dans ce livre-là comme quoi, en étant salarié, tu mets donc toute ta vie de l'argent de côté pour pouvoir en profiter quand tu as… le moins de vie. Le moins de vie. Donc en fait, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'auras plus la santé pour le vivre. Peut-être que tu n'auras plus l'énergie pour pouvoir vivre tout ce que tu veux. Donc c'est une bonne citation pour le coup que tu… Oui, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas comment on se sentira quand on sera vieux. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Et si on sacrifie notre jeunesse, ce qu'on a de plus précieux, c'est triste. C'est maintenant qu'on a l'énergie et on peut faire de grandes choses, tu vois. C'est pas plus tard ou… En plus, à 65 ans, tu n'as pas la même énergie pour pouvoir faire des choses de fou, quoi. Oui, et même j'ai des exemples concrets dans le domaine de l'immobilier. Je connais des gens qui possèdent énormément d'immobilier, 300 immeubles, qui sont millionnaires, qui ont énormément d'argent. Et aujourd'hui, quand je leur demande mais pourquoi vous ne faites pas plus, qu'est-ce qui vous empêche, ils n'ont plus cette énergie, ils n'ont plus cette envie, ils n'ont plus cette vitalité. Et je pense que nous, c'est notre responsabilité en étant jeunes d'utiliser un maximum de cette vitalité. Comme ça, on n'a pas de regrets quand on est vieux. Complètement, c'est beau. Et la dernière citation que
que j'ai le Oui. plus aimé. Les pauvres demandent combien ça coûte, les riches demandent combien ça rapporte. Ouais, c'est vrai ça. Le fait de se mettre à la place d'un producteur et non pas d'un consommateur. Tu vois. Exactement. Ah, tu utilises le vocabulaire du livre. Ah ouais, Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Vitaly. Merci beaucoup Naomi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et abonnez-vous. Et oui, à bientôt. Ciao, ciao.